que je crois qu'aujourd'hui, être uniquement axé sur le côté financier, ça peut pas durer. Il faut vraiment autre chose. Il faut donner du sens. Les gens sont vraiment en quête de sens. Et ce sens, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie, quoi. C'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la famille. On se trouve des excuses en disant c'est la crise, c'est machin, c'est le concurrent, c'est le marché, c'est le secteur. Non, c'est vous. On est chacun responsable de nos réussites et nos échecs. Pourquoi il y en a qui font beaucoup de chiffre d'affaires encore ? Pourquoi il y en a qui en font pas ? Posons-nous la question et allons leur demander. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour Fabienne. Bonjour Nicolas. Alors je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans le podcast Success Immo. Pourquoi ? Parce que je trouve que tu as un parcours qui est exceptionnel. Waouh, merci. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai appris un peu à te connaître. On a eu parfois des conversations et des conseillers chez Aljam Immobilier, parce que tu es dans le réseau. On en a quand même pas mal, avec plein de parcours différents. Et je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue justement où j'apprenais un peu à te connaître, à voir ton parcours. Et quand j'ai entendu tout le chemin que tu avais parcouru, ce que tu avais fait et ce que tu fais aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux pas ne pas inviter Fabienne dans ce podcast parce que ça va être un super échange et tu vas nous donner, je pense, pas mal de choses pour inspirer les conseillers en immobilier et puis même inspirer en général sur des parcours de vie. Je l'espère. Ah, moi, j'en suis certain. Alors, on va commencer un peu par ton parcours parce que tu es dans l'immobilier, dans la sphère de l'immobilier depuis un certain temps avec un parcours et des axes différents. Alors, raconte-nous où ça a commencé, comment ça a commencé, depuis combien de temps tu es dans l'immobilier. Raconte-nous un peu. T'inquiète, à combien de temps là ? Ouais, c'est bon, on a du temps. Alors, déjà, c'est l'avantage, effectivement, c'est l'expérience. Et ça fait 26 ans maintenant que j'ai commencé l'immobilier, en 97. Déjà, moi, j'ai un parcours un peu, j'allais dire, atypique. En tout cas, une hypersensibilité. J'ai eu une enfance dont je ne vais pas raconter, ce n'est pas le lieu et le moment, par contre, qui n'était pas évidente. Et j'ai eu le choix de me dire où je vais où je deviens aigrie, je deviens jalouse, je suis vraiment pas bien et j'ai une vie qui s'annonce effectivement pas du tout sympa, ou alors je prends le lead sur moi, et très jeune, je me suis dit, ou alors je ne serai jamais une victime, et au contraire, je me débrouille pour pouvoir faire de mes fragilités, de ce que j'ai vécu enfant, pour en faire justement une force. Et de très jeune, ou alors j'avais vraiment le côté sombre, ou au contraire, et j'en ai fait vraiment une force, une sensibilité aussi, bien sûr. Donc, j'ai commencé, moi, dans le métier dans l'administratif, donc ce n'était pas encore l'immobilier, dans la compta et la gestion. Je travaillais chez Montlore avant que Carrefour rachète, à Nîmes. Okay. Donc, et là, déjà, j'étais toute jeune, mais j'avais envie de voir tout un tas de postes, parce que j'avais quand même le côté entrepreneuriat déjà, et le côté surtout indépendance et liberté. Donc, j'ai vu tous les postes pendant 3 ou 4 ans, tout l'administratif, comptabilité client, fournisseur, impayé, etc. Et puis, après, donc, j'ai voulu créer ma première société à 26 ans. J'ai créé une société pour externaliser la comptabilité et le secrétariat pour les professions libérales. Donc, j'ai fait ça. Mauvaise idée, l'année où ma fille est née. Donc, elle était malade régulièrement. Je l'avais à la maison. Et puis, il n'y avait pas Internet ni rien. Donc, je croyais qu'il suffisait à ce moment-là de se dire, je veux faire ça. Et je me disais, je vais y arriver parce que j'avais travaillé déjà pas mal sur moi par rapport à mon enfance. Et donc, je me disais, c'est bon, tu as la volonté, tu as envie, tu as un pourquoi très fort déjà. Je me disais, tu vas y arriver. Mais bon, pas d'Internet sur un secteur, j'étais à Castelnau à l'époque, que je ne connaissais pas suffisamment. Ma fille malade. Donc, au bout d'un an, ça n'a pas
marché. Je suis rentrée chez Canon, dans la bureautique, chez responsable administrative. Et puis là, je me suis dit, mais... Alors, j'étais obligée, parce que financièrement, mais je me suis dit, mais tu t'éclates pas, quoi, tu t'amuses pas. Et je voyais les vendeurs de photocopieurs, sans que ce soit trop stéréotypé, mais je me disais, mais eux, ils se font leur salaire, ils se font leur vente, leur chiffre d'affaires, ils se font leurs revenus. Et moi, je suis responsable administrative. Alors, mon frère, qui est expert comptable, me disait, mais... S'il écoute, il me disait, mais toi, reste, parce que tu gagnes vachement bien et tout. Mais je m'embêtais à 100 francs l'heure, quoi. C'était pas mon truc. Et puis, ça me chatouillait à nouveau d'être indépendante. Et là, donc, en 97, je me suis fait licencier. On a fait un truc à l'amiable et j'ai commencé l'immobilier. Ça y est, ça commence 97. Ouais, en 97, en avril 97, ça vient de faire 26 ans, et 27 ans. Et donc, je suis rentrée chez ERA. C'était Catherine Mamet à l'époque dans Montpellier. Et j'avais la chance d'avoir un formateur qui était tout le temps avec nous. Donc j'ai fait 6 mois de formation. Donc ça, c'était top. En 6 mois, j'ai appris tout le métier, pratiquement, vraiment. Mais beaucoup, beaucoup de formation avec un coach avec nous sur le terrain. C'était vraiment la grande artillerie dont j'ai vendu rapidement. Je me suis bien amusée. Mais j'ai vendu parce que j'appliquais ce qu'on me disait. Mais sur le long terme, je sentais que la motivation est moins là. Je n'étais pas en accord avec moi. Parce que j'employais des méthodes, qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas en accord avec ma personnalité, ma sensibilité. C'était trop agressif comme vente pour moi. Donc, je ne me suis plus retrouvée. Et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, on me propose donc de créer un service transaction dans une agence immobilière à Lunel, l'agence Saint-Louis, qui m'a recrutée pour créer un service transaction. Donc là, j'ai eu une petite année et demie de salariat. Depuis, j'ai pu être salariée. Et donc, j'ai créé ce service transaction. Et puis, j'ai recruté. Et puis, il y a 1 ou 2 commerciaux qui étaient des commerciaux comme pour moi, ce n'est pas la bonne image qu'on doit véhiculer au niveau de notre activité. Et puis, les patrons, ils faisaient du chiffre, donc il fallait les garder. Et j'ai du mal à faire à transiger, en fait, quand je ne suis pas en accord avec ce que je veux. Donc, je suis restée 1 an et demi. J'ai monté le service transaction, ça roulait, et je suis partie. Et là, j'ai été donc ma meilleure amie, en fait, qui connaissait Jean-Michel Maury, qui avait acheté une cave coopérative à Saint-Just, à côté vers Lunel. Et donc, qui voulait monter une agence immobilière. Donc, on a monté l'agence immobilière ensemble. On a créé une agence, donc c'était en 2003. Et par l'intermédiaire de Jean-Michel et de son fils Loïc, progressivement, on a créé Immodiffusion, donc le réseau immobilier Immodiffusion, avec Philippe Marcon aussi, tous les 3. Ça, c'était une belle aventure. Sacrée aventure, ça, quand même. Ouais, c'était chouette. C'était une très belle aventure. Parce que ça représente quoi, Immo Réseau ? Immodiffusion, ça représente 180 agences et 500 commerciaux. Ouais. C'est sacré. Et puis quand tu vois, un peu comme toi, quand c'est ton bébé, que tu le crées, tu le crées complètement. On a vu l'évolution quand on était dans la cave encore. On commence à réfléchir, on peut faire ça, on peut faire ça. La première agence qu'on a rentrée, je me souviens, Activa Patrimoine, Patrick Pellat, au CRES, qui est un copain maintenant, que je vois régulièrement. Et donc, c'est une belle aventure. Ouais. C'est une chouette aventure. Donc Immodiffusion pendant pratiquement 10 ans. Donc là, j'étais stable. Pratiquement 10 ans. On est restés tous les 3. Enfin, tous les 3. Toute l'évolution, en fait, tu as connu. Oui. Et donc là, j'étais animatrice dans le réseau et formatrice aussi. Je faisais un peu de transactions comme je fais là, par connaissance. Donc formatrice déjà. Donc c'était ou des dirigeants d'agence ou alors des conseillers. On a créé un réseau de mandataires aussi à l'intérieur. Bon, il y avait une vingtaine, c'était un petit truc. Donc je m'occupais des mandataires aussi. Je m'occupais des formations. Enfin voilà, en fait, on était vraiment comme on est quand on est chef d'entreprise. En fait, on met la main à la pâte sur tout, quoi. On avait plein d'idées. Et il y avait 3 personnes complètement différentes. Il y en avait un qui était le geek, qui est le geek, Loïc, qui créait donc tous les sites, les machins, une capacité de travail formidable. Philippe, qui est beaucoup plus commercial, punchy. Et moi, au milieu, en fait, qui était plus dans la stratégie. Non, c'était une superbe aventure. Ah ouais. Je vois encore le logo. Parce que sur le secteur, moi, sur lequel je travaillais à l'époque, quand j'étais sur le terrain, ils étaient très présents. Donc, c'était la Grande Motte. Et oui, on a commencé la Grande Motte. Tu avais ABIMO,
qui s'occupait, donc Bonnefou. C'est Bonnefou, voilà. oui. Qui était très présent dans la partie syndic, puis ils sont toujours là d'ailleurs, Oui. et dans la partie aussi transactions immobilières. C'est une entreprise familiale, et je me rappelle que je voyais beaucoup d'annonces avec le logo, etc. Et oui, il fait partie des premières agences. Brice Bonnefou, son frère, et la dame aussi, la maman, je crois aussi. Oui, c'est ça. On était, quand on a commencé, je me souviens de la première réunion sur le... Je ne connais pas les noms de la Grande Montagne, je ne connais pas assez le secteur, mais l'avenue en face, le Mercure. Oui, tu vois, tout à fait. On avait un petit bureau là. Ah ouais? On avait commencé au départ là. Ouais. Ok. C'est marrant ça. Ouais. Donc c'était chouette. Hein. C'était une très très belle aventure. Une aventure amicale, une aventure de passionnés. On ne compte pas nos heures. Et puis les résultats qui sont venus progressivement, mais d'une manière très chouette. Ouais. Donc du coup, là, on en est à quoi? On en est à peu près à 16 ans d'activité. Ouais. Alors j'ai commencé en 97. Immodiffusion, on l'a créé en 2006. Et moi, je suis partie en 2017 parce que j'avais envie. Moi, c'est pour ça que quand je dis 10 ans, pour moi, c'est vraiment... Et puis, je pense que l'environnement, hein, Philippe et Loïc en font beaucoup partie de ça, parce qu'on était quand même aussi dans l'affect. Mais j'ai besoin de... Une fois que j'ai fait le tour, je m'ennuie. C'est un défaut. Donc, j'ai besoin de passer à autre chose. Parce que c'est bon, je suis arrivée à ce que je voulais, et je me suis fait plaisir, et je m'ennuie, je tourne en rond. Et je ne suis pas toujours agréable quand je tourne en rond. Donc, ah ouais? Donc, ouais. Moi, je te vois toujours, non, vraiment, voilà, justement, agréable, posé, zen. Moi, je te vois vraiment sur cette image. Oui, je le suis, mais quand je suis dans un cœur de... Tu sais, dans une zone de génie, quand je m'éclate, quand je vais bien, je vois. Mais il ne faut pas que je tergiverse trop, parce qu'après, je m'ennuie. Donc là, j'avais envie depuis quelques années déjà de connaître un petit peu le métier de chasseur immobilier. Donc, je suis allée travailler avec Frédéric Bourrelli de Mon Chasseur Immo. Superbe expérience, parce que j'avais envie de connaître, en fait, si tu veux, l'aspect complémentaire à la transaction, le côté chasseur, donc au service de l'acquéreur au lieu du vendeur. Et ça m'importait de voir, ça m'interpellait depuis longtemps. J'avais envie d'aller au bout de cette connaissance, et je me suis éclatée. J'étais sur 120, j'étais dans le numéro 5, j'étais dans les 5 premières, et j'ai fait un bon chiffre d'affaires, et je me suis régalée. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Et puis, la crise sanitaire. Donc, ça tombait bien parce que je bossais quand même beaucoup. Moi, je suis une passionnée, donc je ne sais pas faire les choses à moitié. Et je bosse beaucoup, mais je ne m'en rends pas compte. Donc, je m'étais quand même un peu fatiguée de donner. Et puis la crise sanitaire, je me suis dit, c'est peut-être le moment de passer à autre chose, de revenir à ton cœur de métier, l'âge faisant aussi, et puis l'envie de m'écouter, de revenir à la transmission, de transmettre toute mon expérience. En parallèle aussi, je suis consultante bénévole pour une association qui aide les femmes à créer leur entreprise depuis 8 ans. Donc, chez Force Femmes et Action Femmes. Donc, en fait, j'accompagne des femmes qui veulent créer leur entreprise. Donc, c'est vraiment... En fait, quand j'ai commencé l'immobilier, quand je fais les formations aussi, je me suis aperçue que vraiment... Enfin, tu le sais un peu, on va y venir plus tard, mais les femmes, je trouve vraiment qu'elles n'osent pas assez s'émanciper et assumer leur plein potentiel. Elles en ont sous le coude. Je suis un peu d'accord avec toi. Voilà, c'est vraiment monsieur avant, ou c'est les enfants avant, elles n'osent pas, manque de confiance. Et c'est vrai que j'ai eu... Moi, mon histoire faisant, je me suis très jeune, je me suis dit, si j'arrive à m'en sortir, eh bien, j'ai adoré les femmes. Très jeune, hein. Je me souviens, j'étais avec mon frère dans la voiture, j'avais même pas... 18, je sais plus, j'étais très jeune, et je me suis dit, mais un jour, j'adorerai les femmes si j'arrive. Et puis, tu vois, quand je dis ça, j'en ai encore... C'est vraiment pour moi quelque chose... J'en ai presque les poils, quoi. Donc, je me suis dit, mon chasseur IMO, le côté chasse immobilière, c'est bon. J'ai compris, je connais, ça me va, c'est très bien. Mais bon, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et je me suis dit, par rapport à tout ce que j'ai appris, par rapport à tout ce que je connais maintenant et ce que j'ai constaté, ce serait vraiment intéressant et le moment en plus de faire une formation de coaching pour devenir coach professionnel. Pas coach personnel, hein, c'est le coach professionnel vraiment qui m'aide, qui m'interpelle. Et donc, j'ai fait une formation pour devenir coach professionnel pendant la crise sanitaire. J'ai en parallèle créé mon organisme de formation. Et puis voilà, pour les femmes, donc féminin coaching, et qui est vraiment mon activité de cœur, où en fait je partage le côté. Alors je suis
suis plus dans la formation technique, tu vois, rentrer des mandats, gérer les acquéreurs. Ça, c'est plus du tout mon... Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est vraiment le mindset. C'est vraiment, et surtout pour les femmes, hein, c'est... Vraiment, je pense que 20 à 30% de notre métier, c'est de la technique, et 70 à 80%, c'est là-dedans, quoi. C'est vraiment le mindset. Donc, avec la formation de coach, c'est quelque chose qui m'a permis d'amener un plus vraiment donc aux femmes. Donc moi, je suis vraiment sur le mindset, la stratégie, parce que je vois trop de personnes partir le matin. Allez, on fait ça, tiens, on fait ça, on fait ça. Non, pas de stratégie, pas de plan d'action, pas de pourquoi, pas de la structure, l'activité. Pour moi, les tableaux de bord, en plus, il y a une activité de compta et gestion. J'ai les chiffres, je suis quand même carré. Hein, et donc, j'ai un plaisir à travailler sur tout ce côté structure. Et là, j'ai une formation en ce moment, justement, sur les fondamentaux. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui, pour moi, est incontournable. C'est le côté entrepreneur et c'est vraiment la structure de l'activité. Donc, le mindset, la stratégie et la productivité. Parce que c'est quelque chose aussi pareil qui me passionne. J'ai fait beaucoup de formations sur la productivité. Et on peut avoir dans notre métier l'impression de bosser 10 heures, 12 heures par jour, mais sans vraiment avoir du concret et sans avoir des actions reliées à l'atteinte des objectifs. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Hein. C'est ce que je dis souvent, la différence entre être occupé et être productif. Exactement. Et qu'on ne s'aperçoit pas. Non. On est persuadé d'avoir fait une très grande journée ou une semaine extraordinaire de travail. Mais voilà, quand on se pose, on analyse. Ah oui, non, j'ai été occupé quand même un pourcentage élevé de ma semaine et non pas productif. C'est tout à fait ça. Et ça crée souvent un surmenage des personnes en fait qui arrêtent leur activité. Le conjoint ou la conjointe qui dit mais alors tu bosses beaucoup mais ça rentre pas quoi. Donc frustration. Et c'est quand même la deuxième cause d'arrêt d'activité, le problème de productivité, hein, en dehors du côté financier, d'arrêt d'activité pour les conseillers et les conseillères. Dans la productivité, il y a tellement de choses à dire aussi, de se poser des questions, de s'interpeller. Enfin, c'est quelque chose aussi qui me passionne et auquel je suis très, très attachée. Donc, alors là, tu nous as fait vraiment je t'ai dit, une information. Non, mais on a du temps, hein, franchement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vais revenir sur plusieurs points. Parce que déjà, dans le parcours que tu nous donnes là, donc déjà, il y a quand même pas mal d'années d'expérience liées à l'immobilier. Et tu rebondis, je vois en fait très régulièrement sur l'approche justement que tu fais aujourd'hui de dire je vais accompagner des personnes pour les aider à réussir. Et déjà, tout au départ, tu me dis je crée un service transaction à l'agence Saint-Louis où justement on met en place une équipe, etc. Tu restes, je crois que tu m'as dit 1 an et demi. Oui, c'est ça. Et avec un mot que j'aime bien, enfin un mot, une vision de la force de vente que moi je vais mettre dans 2 paniers. Et il y a un panier un peu comme toi, comme moi, on est moins fan, mais on a commencé par là. Et tu as commencé chez Hera et tu as commencé aussi comme moi, à l'époque j'étais chez Lafouré, dans ce premier panier. Le premier panier, moi, c'est ce que j'appelle les commerciaux. C'est ça. Le commercial qui a des techniques de vente, qui a appris comment mettre en place des actions, une stratégie, comment arriver à faire du traitement d'objections, etc. Mais qui est purement dans l'action pure et dans la mise en application des techniques qu'il a apprises. La technicité, exactement. C'est ça. Et moi, par exemple, si tu veux, je l'ai fait ça pendant pas mal d'années. Hein. J'ai été formé comme ça. D'accord, aussi. Oui. Voilà. C'est une vente agressive quand même. Enfin, moi, je le concevais comme ça, en tout cas. C'est ça. Et dans tous les podcasts que j'ai faits, j'en parle régulièrement. Voilà, c'est très direct. Et oui, ça t'amène des résultats. Moi, j'avais de très beaux résultats. C'était chouette. Mais alors, par contre, en bout de course, tu as les clients qui ont même des fois de l'amertume. Bien sûr. Et qui oui, tu as vendu leur maison, oui, tu les as aidés, mais ils te recommanderont jamais. On n'a pas de reco. Hein. Moi, j'avais pas de reco. Je faisais des ventes, mais il n'y avait pas de reco. Ça n'existe pas. Et quand on a la posture du commercial, de l'agent immobilier, ça peut fonctionner. Mais voilà, déjà, on n'est pas recommandé, donc on n'a pas une bonne image de nous, etc. Quand on en est dans l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que là, tu gères des équipes ou tu es formateur, etc., et que tu formes dans cette catégorie-là, j'ai pas envie de dire que c'est obsolète, mais pas loin, tu vois, aujourd'hui. Parce qu'on a eu une transition sur les 10-15 dernières années, dans tout secteur d'activité confondue, où on est beaucoup plus dans l'écoute, où on a voulu dématérialiser pendant très longtemps plein de choses. Et puis aujourd'hui, on se refait marche arrière, comme tu vois, hier, j'étais à ma banque.
et banque en ligne, etc., pendant un certain temps. Et aujourd'hui, on revient où à la banque, tu n'as même plus forcément de guichet d'accueil, mais tu as des canapés avec, tu mets ton nom sur un écran, etc. Et ensuite, ils t'accueillent dans un bureau où tu sais, tu n'es pas face à face, tu es côte à côte, vous voulez un café, etc. On est vraiment dans l'objectif d'avoir une relation avec les clients. Tu vois, un peu plus d'humain. On retrouve l'humanité. Voilà, et on retombe vraiment dans ce qui est important. Hein. On est des hommes, on est des femmes et dans l'être humain. Et j'aime bien parce que tu t'es attardé à dire, j'étais pas fan là-dedans, et moi je veux m'orienter en fait sur l'accompagnement, vraiment avec une vision différente en général du métier. Aujourd'hui encore plus. Tu taxes sur des formations où on n'est pas là pour apprendre des techniques de vente et puis tu t'adresses à un public qui est déjà compétent, formé, etc. Oui, on en parle un peu, mais la grosse partie, c'est quand même du coaching, développement personnel, des prises de conscience. C'est beaucoup plus ça qu'effectivement la technicité. Les personnes, en fait, font ça dans les réseaux, dans leurs agences, hein, les bases, heureusement. Et alors, avant de parler de toute cette partie formation, là, etc., je veux qu'on revienne un petit peu sur cette très belle période, 10 ans, où vous avez créé à 3 quelque chose quand même de fabuleux. On ne parle pas sans être péjoratif, mais on ne parle pas d'une petite agence de quartier où on est 3 et puis on fait notre petit chiffre. C'est quand même quelque chose de costaud. Et donc là-dedans, toi, encore une fois, tu t'orientes vers l'accompagnement, la formation, c'est ça ? Et alors, comment ça se passait ? Parce que du coup, c'est quoi ? Ce sont des agences en fait qui se rattachaient à votre enseigne, c'est ça ? Oui, en fait, c'est un principe de mutualisation de moyens et de licence de marque pour ceux qui le veulent. Donc en fait, il y avait une mutualisation de tout un tas de choses, des publicités, des logiciels, des sites internet, d'un standard aussi, d'un standard en fait qui prend les appels pour toutes les agences et les conseillers, de prise de rendez-vous pour la pige, pour rentrer des mandats. Enfin, il y a tout un tas de packaging qui est assez important, avec donc une mensualité et des services à côté. Donc, et la formation aux outils que proposait Imo Diffusion, et puis les formations métiers. Mais là, on n'était pas encore quand même dans le mindset suffisamment. On était là quand même, là c'était plus la formation pure métier. Là, on était, moi j'étais sur la formation rentrée, la gestion du temps, oui, parce que ça a toujours été quelque chose et puis c'était vraiment nécessaire dès le départ, mais on était plus dans les formations, rentrée des exclusivités, des mandats, gestion des acquéreurs. Et là, tu vois, c'est ce qui m'a interpellée pour faire de la chasse immobilière, parce que des fois, quand je voyais des agences où des conseillers avaient des fichiers acquéreurs de 500, 800, 1000, 2000 acquéreurs, alors qu'ils payaient des publicités pour avoir des nouveaux acquéreurs, mais qui n'étaient pas exploités, je me suis dit, mais bon sang, ces acquéreurs-là qui grouillent, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça, je commençais à me dire, mais il y a quelque chose à faire. Et puis, c'est vrai que par contre, que le métier de chasseur immobilier est arrivé plus tard sur la région, sur Montpellier. Donc, il y avait les pays anglo-saxons, même Paris, avait 4 ou 5 ans d'avance. Mais je me disais, il y a quelque chose à faire là. C'est pas possible qu'on paye pour la publicité, en fait, pour avoir... Je fais des gestes, hein, donc... qu'on paye de la publicité pour avoir de nouveaux acquéreurs, alors qu'on ne gère pas cela. Et c'est cela, moi, quand j'étais chez mon chasseur immo, 60% de mon chiffre, c'était avec des agences que je les faisais en fait, qui faisaient la prescription d'acquéreurs qui étaient actifs, mais pour lesquels ils n'avaient pas le bien. Et nous, on les prenait en charge avec un mandat exclusif de recherche. Et alors justement, on appuie sur un point très intéressant. Les acquéreurs. Si je suis honnête, quand j'étais sur le terrain, je pense que c'était mon principal défaut. Tu vois, la gestion très peu active de mon fichier d'acquéreur. Aujourd'hui, je gère un réseau, j'ai du coup accès au logiciel et je vois ce que font les conseillers. Et il y a une énorme partie qui est dans le même problème que moi, sans compter l'autre partie qui ne traite même pas du tout ces acquéreurs, qui ne le mettent pas dans la base de données ni quoi que ce soit. On voit qu'il y a un réel manque en fait, d'action. Même maintenant ? Ah, mais même maintenant, vraiment. Manque d'action, manque de suivi. Ouais, mais d'envie, je pense, réellement. D'envie d'accompagner un acquéreur jusqu'au bout d'une démarche. Et bout d'une démarche, ça peut être
fait en plusieurs étapes avec des visions qui évoluent, des budgets qui se modifient, etc. Oui, des critères de recherche qui évoluent, bien sûr. Ouais. Et nous, on est beaucoup fixé, je le dis moi en formation, sur le vendeur, oui, mais l'acquéreur, ça peut nous générer des ventes complémentaires à l'année, ça peut nous faire les ventes qui nous manquent, par exemple, pour être vraiment serein, à l'aise, etc. Et donc, toi, tu as observé ça dans le réseau, et ensuite, tu t'es orienté vraiment chez Mon Chasseur Immo, qui sont spécialisés là-dedans. Et alors, pourquoi et comment ça fonctionne en fait? Alors, tu vois, ce que tu dis, je suis d'accord. En tout cas, je le vois et je le constate régulièrement encore. Par contre, à l'heure des charges de ces conseillers qui ne s'occupent pas suffisamment de leurs acquéreurs, je pense que quand on est dans du traditionnel service aux vendeurs, dans transaction, il est difficile et on perd vite du temps si on veut traiter des acquéreurs qui sont quand même par définition plus volages, avec des critères de recherche qui évoluent. Et même si on crée du lien, comme on peut très bien faire avec un vendeur, encore plus en exclu, eh bien, un acquéreur, il ira où il trouvera le bien. Donc, même si tu crées du lien, il ira, et c'est logique. Donc, je pense que ça peut être, et je conçois que ça peut être chronophage quand on fait de la transaction, quand on est positionné de transaction, de gérer les acquéreurs. Alors, il y en a quelques-uns, et tu vois, dans mes formations, j'ai des personnes qui signent des mandats de recherche parce qu'ils disent, mince, j'ai pas beaucoup de ventes. Je vois quelqu'un avec qui ça passe bien, je vais signer un mandat de recherche. Tu signes un mandat de recherche simple, parce que l'exclusivité, il faut quand même la justifier. Tu vois, tu bloques quelqu'un pendant 3 mois. Donc, tu as quelqu'un, effectivement, qui signe, un conseiller ou une conseillère qui signe un mandat de recherche simple. Ça veut dire que l'acquéreur, il va continuer à faire sa petite balade. Hein, et c'est normal. Ce qu'il veut, c'est acheter. Et puis, toi, le conseiller va perdre vachement de temps à s'investir, à s'engager pour rappeler les agences qui, quelquefois, ne voudront pas faire de l'interagence parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Hein. Côté un peu franchouillard, je ne veux pas partager, il vaut mieux avoir zéro. Bon. Donc, ils vont perdre vachement de temps. Et puis, au final, je vous appelle, monsieur Martin, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose. Ah, mais j'ai trouvé, moi aussi, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, c'est ce qui se passe, en fait. Donc, en fait, c'est très chronophage d'avoir un mandat de recherche simple et le suivi d'acquéreur. Donc, à l'heure des charges, même si je trouve ça dingue de payer de la publicité alors qu'on a un fichier qui est vraiment important, je peux comprendre. Et pour moi, vraiment, ce sont 2 métiers complémentaires. Alors, on peut faire comme ça. Je connais tout un tas de personnes qui ont fait tant de temps, qui ont vendu, même sur un mandat de recherche exclu, qui ont fait une vente ponctuellement. Mais vraiment, avoir un suivi efficace et pertinent de ces acquéreurs en fonctionnant là-dessus, on ne peut pas faire les deux. Parce qu'en fait, quand tu fais les deux, les agences t'ouvriront difficilement la porte pour faire 50-50, alors que quand tu es positionné uniquement chasseur IMO, eh bien, ils sauront déjà que tu n'iras pas piquer le mandat, si ce n'est pas un exclu. Et puis en plus, ils maintiennent leurs honoraires. Ils maintiennent leur commission à 100%. Il n'y a pas de 50-50. Donc, ils t'ouvriront la porte. D'accord. Ok, je vois. Tu vois? Donc, pour moi, c'est pour ça que vraiment... Et puis souvent, j'ai des personnes qui m'appellent, « Oh, tu as été chasseur IMO, tu peux me faire une formation ?» Et je fais de l'anti-vente parce que je trouve dommage de former quelqu'un qui est en agence ou en réseau, peu importe, parce que ce modèle, pour moi, il n'est pas viable. Ce n'est pas un business model qui est viable de faire les deux. C'est ou un ou l'autre. Mais les deux sont complémentaires. Par contre, les conseillers, tu vois, LGM ou ailleurs, moi, quand j'étais chasseur immobilier, en fait, on démarchait et on faisait régulièrement des networking avec des chasseurs IMO. Il y avait des agences. Et les agences, quand, je sais pas, tu as quelqu'un qui arrive le vendredi qui a 500 000 €, il te dit, j'ai pas de crédit, je veux acheter, je suis venu là, c'est le week-end de Pâques, j'ai 3 jours devant moi, je veux acheter. Oh, t'as pas le bien, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses partir, tu as les boules, quoi, tu vois. Puis c'est dommage, quoi. Pas... Et là, tu appelles un chasseur IMO, il te signe le mandat exclusif, et dans les 3 jours, il te trouve le bien. Tu vois. Et donc, en fait, moi, 60 à 70% de mon chiffre, c'était des agences. Bon, après, j'ai un réseau sur Montpellier assez important, mais c'était mon chiffre d'affaires, il venait des agences, la prescription, si tu veux. Je vois. Donc, très intéressant. Voilà. Donc, moi, je crois vraiment à ce modèle-là, mais complémentaire à l'activité. Mais voilà, vraiment indépendant du traditionnel, on va appeler ça comme ça. C'est ma vision. Ta vision, elle est juste, en fait. Je pense. Hein. Et tu vois, quand j'étais chez Mon Chasseur IMO, il y a des agences, et j'ai eu même des copines qui avaient des agences chez IMO Diffusion, et qui me disaient, on veut aussi faire de la chasse, mais on disait non, parce que tu ne vas pas pouvoir en vivre ou exploiter pleinement l'activité. Donc, 100% d'accord. Et du coup, aujourd'hui... tu t'es orienté beaucoup plus justement sur la formation.
transmettre avec une spécificité dont tu as déjà évoqué, le fait que tu t'adresses aux femmes. Oui. Et donc, là-dedans, J'aime les hommes aussi, hein. Mais c'est ma niche, comme on dit, en fait. C'est ma spécificité. Tu as vraiment décidé de parler aux professionnels de l'immobilier. Voilà, et je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais comprendre aujourd'hui, parce que donc tu proposes la formation, je sais que tu as même fait un groupe fermé sur Facebook. Il y a combien de On personnes? a créé le groupe il y a 2 ans. D'ailleurs, on a fêté les 2 ans immobilier au féminin le 4 avril, ça fait 15 jours. Ouais. Il y a 1300, 1400 conseillères IMO. Ouais. 1400 conseillères en immobilier. Oui. C'est incroyable quand même. Oui. Et encore, tu vois, on n'a pas, parce que ça demande du temps quand même, l'animation d'un groupe, donc et c'est pas du tout je suis pas réseaux sociaux, moi. J'apprends, non. C'est remarquable alors comme résultat. Et j'aime pas ça, c'est pas naturel pour moi. Donc, comme c'est pas naturel, c'est vrai que ça s'est développé très rapidement, ça a pris plus d'ampleur, comme je le disais. Quand on a fait les 2 ans, je le disais, ça a pris plus d'ampleur. J'étais un peu dépassée par l'événement, avoir en l'espace de 3 jours 500 personnes. Enfin, ça a vite grandi. Alors là, on va faire pause et tu vas un peu nous expliquer. Parce que c'est quand même... T'entends quand même le fond. Il y a 1400 personnes en seulement 2 ans qui ne sont que des femmes pro de l'immobilier. Donc, pour rameuter, entre guillemets, autant de monde sur un groupe sur lequel, en plus, tu dis, je ne suis pas professionnel et puis je n'ai pas cherché à développer à 100%, etc. Donc, déjà, bravo, numéro 1. Et numéro 2, il faut que tu m'expliques un petit peu, là. D'où c'est parti? Comment tu as fait? Tu as communiqué? Tu as fait de la publicité? Comment tu as fait pour promouvoir ça? Alors, comment c'est parti? Déjà, moi, je suis quelqu'un qui est passionné et vraiment, le constat de voir toutes ces femmes qui se bridaient, qui se limitaient dans leur épanouissement, c'est quelque chose depuis des années qui me marque. Et puis un jour, je me souviens, un week-end, c'était le 16 mars 2022, je me suis dit, il pleuvait, et je me suis dit, mais si tu ouvrais un groupe Facebook, et là, je me suis laissée aller par ma passion, au détriment de penser le temps que ça me prendrait. Et je me suis dit, allez, donc j'ai simplement fait une petite... comment on appelle ça, la banderole, tu sais, là, le bandeau truc, en haut, le bandeau voilà. là, de machin. J'ai créé le groupe avec approximativement les règles, les machins, j'ai essayé de comprendre, mais ça m'a pris vachement de temps. Mais je me souviens, j'étais dans mon canapé allongé, et puis je me suis dit, allez, moi j'ai quand même pratiquement 5000 conseillères qui me suivent sur mon sur mon profil ou page, tu vois, je confonds même le profil et les pages, hein. Donc j'ai 5000 personnes, je sais, qui me suivent, on appelle ça des followers, hein. Et donc, dans les 5000, j'ai très peu, en fait, de ma famille ou mes amis, parce que ce n'est pas mon moyen de communication. Mais dans les 5000, j'ai 80-90% de conseillères en immobilier. Donc déjà, j'en ai envoyé quelques-uns, mais je ne savais pas qu'on pouvait envoyer un par un, tac, je faisais... je ne savais pas qu'on pouvait faire plusieurs en même temps. Et là, c'était le week-end. Je sais qu'en 3 jours, j'ai eu 500 personnes. C'est incroyable. Et là, histoire. je me suis dit, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et puis, progressivement, et puis, ça, c'était donc le week-end, hein, et Pascal, que tu connais bien, Pascal m'a appelé donc, le premier jour après donc, que ce soit créé, et m'a dit, je trouve que c'est chouette. On ne se connaissait pas du tout. Hein. Non, on s'était... peut-être sur les réseaux comme ça, mais on ne se connaissait pas du tout. Et elle m'a dit, mais j'ai vu que tu crées ça, écoute, si tu veux, je m'occupe du BG, donc avec Florent Combe, et si tu veux, je peux t'aider. Alors moi, banco, elle connaissait les groupes, elle connaissait Facebook, moi, c'était vraiment le... Puis en plus, on a eu un échange, il a duré au moins 1 heure, et depuis est née une belle amitié, c'est clair. Mais, et puis on a dit, j'ai dit oui, avec grand plaisir, son discours, parce que les valeurs, les valeurs, la bienveillance, l'empathie, le respect, pour moi, ce sont des choses... C'est mon histoire, et puis je pense que ça fait partie de mes valeurs, qui font que c'était vraiment important pour moi. Et c'est l'avantage de l'âge aussi. J'ai rapidement cerné qu'il y avait quand même quelqu'un qui était aussi qui avait des valeurs, certaines valeurs. Donc, on a convenu de manger ensemble. Et puis là, elle m'a aidée. Et puis là, en ce moment, très honnêtement, elle fait plus que moi en plus. Hein. C'est elle qui a organisé les 2 ans. Et puis, à toutes les deux, on a développé, mais avec très peu
de com. En fait, c'était des invitations, tu sais, on envoie des invitations. Alors, on fait de temps en temps des ateliers, on fait des interviews de professionnels aussi, qui ont des métiers et des activités connexes à l'immobilier et qui touchent les femmes, des courtiers, des notaires, de la formation aussi. Et donc, alors, le mot exact, comment ça s'appelle le groupe ? L'immobilier au féminin. L'immobilier au féminin. Donc déjà, voilà, dans le titre, c'est très clair. Ouais. On explique vraiment la cible, à quoi s'attendre. Ok, super. Et donc, dedans, maintenant, tu fais des interviews avec des personnes, comme tu le dis. Tu animes ça, tu donnes... continue justement. Alors, c'est Pascal préciser. en fait qui fait plus les interviews. Moi, j'en ai fait quelques-unes avec une coach. J'en ai fait avec Hélène Ferrari, je ne sais pas si tu connais, qui est une copine qui a créé le concept des pays des professionnels de l'immobilier. Ouais. Donc, Hélène Ferrari aussi, j'ai interviewé. Stéphanie Usan qui fait du courtage et qui fait également comment on appelle le statut autre qu'un... Portage salarial. Portage salarial. Okay. Voilà, pour parler de portage aussi, parce qu'il y a certaines qui ont besoin de se sentir plus en sécurité avec un côté salaire, etc. Donc Stéphanie qui fait du portage, Karine Mailleux qui s'occupe des réseaux sociaux aussi au niveau national, qui est une formatrice que j'aime beaucoup et dont j'ai interviewé aussi Karine Mailleux, interviewé la courtière récemment pour faire le point sur les crédits, etc. Pascal a interviewé quelqu'un qui fait du homestaging. Qui fait aussi... Alors là, on a un peu élargi, parce que quand même, c'est chouette aussi. Moi, je vois vraiment ce qui m'importe. Vous savez que c'est le coaching professionnel qui m'importe, mais le bien-être et l'épanouissement de la personne. C'est pas uniquement, je fais vachement de chiffres, et à côté, j'ai une vie qui n'est pas très top, quoi. C'est vraiment l'épanouissement et que chacune se sente bien et alignée. Moi, ma business line, en fait, c'est créer l'activité qui vous ressemble et être en accord vraiment. Comme je te disais tout à l'heure, en amont, moi, les trucs, formules miracles, appliquer ça, vous ferez 200 000 €. Ça ne me parle pas, quoi. Ça me parle pas. Je vois. Tu vois, et Pascal, elle a fait une interview très chouette. En plus, elle s'est déplacée dans le showroom d'une personne qui vend des fringues. Et Laura, un truc en fait qui est en plus dans le développement durable. La nénette, elle fait elle est vraiment chouette, quoi. Et donc, on fait des petits trucs. Magali Decroix, on a interviewé aussi il n'y a pas longtemps. Chouette. Tu vois. Et on fait ça. On fait des ateliers thématiques. Là, j'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps sur la différenciation, se différencier dans notre activité. Dans le groupe, tu fais un atelier ? Ouais. Ok. Je le fais en webinaire, tu sais. Ouais, je vois, mais tu proposes justement aux personnes qui sont dans le groupe. Oui, gratuitement, là, on le fait ça. Ouais. Dis donc, chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais. Mais bon, et on a tellement de choses qu'on a envie de faire. Et là, tu vois, on est en train de revoir le côté... Quand je l'ai créé, c'était national pour moi. Parce que comme Immodiffusion, c'est national, j'avais un réseau de toute la France. Et puis là, de plus en plus, on se dit qu'on a envie de présentiel, j'allais dire presque de se toucher, tu vois, de se rencontrer. Et donc, on a décidé de revenir au Languedoc-Roussillon. Ok. Moi, je les garde, les autres aussi, au niveau national, d'autres personnes, mais peut-être pour voir autrement. C'est en train d'évoluer dans ma tête. Il y a des choses que moi, il faut toujours que ça évolue, que ça change. Donc, il y a des choses qui s'affinent d'un côté, et après, il y a des réflexions sur comment on va pouvoir aussi continuer quand même à animer et apporter de la plus-value aux personnes qui ne sont pas sur le Languedoc-Roussillon. Donc voilà, quelque chose qui évolue, mais encore, il y a tellement de choses à faire. Et, mais déjà, c'est bien chargé, je trouve, en termes de contenu, parce que on voit souvent des groupes qui se montent à droite à gauche sur plein de choses. Là, on parle d'immobilier, mais peu importe la thématique, du moment qu'il y a quelque chose qui intéresse quelqu'un, il y a des groupes qui se montent. Je vois là, les voitures, les voyages, n'importe quoi. Il y a des milliers de groupes qui existent. Mais dans ces groupes-là, moi, j'en avais certains sur Facebook. De l'interaction avec des personnes qui posent des questions, ça c'est courant. Mais après, de l'implication de la part des administrateurs pour créer quelque chose, une valeur ajoutée, faire monter en compétence les personnes sur le sujet abordé, etc. Je trouve que c'est remarquable ce que vous faites. Et gratuitement et comme ça. Oui.
Et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. C'est vrai que, et je dis on parce que Pascal est vrai, pour moi, c'est vraiment, elle fait partie à part entière de l'immobilier au féminin. Et je dis très honnêtement, ces derniers temps, il a été beaucoup plus actif que moi. Et là, dans les 2 ans, l'immobilier au féminin, on avait une quarantaine de conseillères. Le premier truc qu'on fait, où on n'a pas communiqué, on n'a pas pris le temps ni rien de communiquer. Et on avait des pères. En plus, il y avait une super ambiance, quoi. Pascal nous avait fait ça, un truc aux petits oignons, tu vois, un endroit très sympa, à Saint-Laurent. Ça finit en karaoké, enfin, c'était très chouette. Et puis ça nous a permis de discuter avec des conseillères en immobilier. Ça, j'ai l'impression vraiment, des fois on parle de connaître sa cible, entre guillemets. Alors mon cible, quand on parle, c'est vraiment de bien connaître, déjà parce que j'ai fait le métier, et puis aussi cette proximité quand même, elle le permet de mieux connaître quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, et puis d'essayer de répondre comme on le peut. Et du coup, c'est très bien parce que tu abordes en fait là où je voulais aller. C'est que nous, en général, on essaye, que ce soit dirigeant de réseau, formateur, etc., on essaye de s'adapter aux besoins que peut avoir la cible qu'on a. Nous, ce sont des conseillers en immobilier et ça évolue vite. Ça évolue des fois sur des axes auxquels on ne s'attendait pas. Des axes parfois même auxquels il nous faut des compétences complémentaires. Et moi, ce que je vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le métier de commercial a nettement évolué. On est dans un rôle maintenant de conseil, d'accompagnement. Au-delà de ça, tu en parles très justement, surtout sur, je pense, des indépendants un peu plus que des personnes qui sont salariées. C'est mon point de vue dans des agences physiques. Mais les indépendants qui veulent être alignés sur pas mal de valeurs, de sentiments, qui sont importants ou importantes dans ton cas, parce que ce sont des femmes sur lesquelles on s'adresse, importantes pour elles, et de se dire, ouais, je suis indépendante, je suis dans l'immobilier, oui, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mon chien, j'ai tout ce que tu veux, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et j'aimerais avoir un alignement des planètes pour, en dehors de gagner ma vie, de faire en sorte d'être épanouie et heureuse. Tout à fait ça. Tu vois, et toi, là-dedans, tu t'impliques pour pouvoir vraiment leur permettre de passer des fois des caps par rapport à des plafonds de verre, par rapport à la même relation des visions. À l'argent, tu vois, chez les femmes, la relation à l'argent, elle est compliquée. C'est un sujet beaucoup plus que les messieurs, qui est vraiment dans la formation sur la relation à l'argent aussi, qu'on a, parce qu'on n'a pas l'impression de mériter. Parce que souvent, pour des personnes qui sont en reconversion aussi, quand tu vois un SMIC, combien 1 500 €, quand tu vois une commission à 10 000 ou à 20 000, tu n'oses pas. Parce que tu te dis, mais attends, moi, je gagne, c'est ce que je gagne à un an, ce qu'on pourrait. Donc, il y a le plafond de verre, il y a aussi la relation à l'argent. Mais ce que tu dis, c'est très juste. Et moi, c'est ce qui est vraiment, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de donner, c'est un équilibre, une harmonie dans la vie. Le business, oui, et j'aime ça, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime le dépassement du potentiel, j'aime apprendre, je suis toujours en train de me former. Je suis, en fait, il y a une loi, c'est Jeff Bezos et Elon Musk qui dit ça, c'est la loi des 5 heures, parce que tu la connais. C'est 5 heures, c'est 1 heure par semaine par jour dédiée à l'apprentissage. Et moi, c'est un truc que je fais, et des fois c'est même un peu plus, parce que je fais pas des journées un peu longues, mais c'est vrai que c'est vraiment important, et j'ai tellement à cœur de leur permettre d'avoir une activité qui leur plaise, où elles sont épanouies, mais en ne laissant pas de côté leur vie de famille. Et c'est à trouver cet équilibre. Et c'est pour ça que le truc fais ça et tu auras 200 000, ça marche pas. Parce que parce que c'est vraiment chacune. C'est une histoire, c'est du cas par cas. C'est ça. Et moi, ce que j'aime dans ton discours, ton approche, c'est que ce sont les valeurs que moi j'ai mis au démarrage chez LGM Immobilier. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se comprend. C'est clair. Et puis même, tu vois, LGM, moi, c'est aussi par Pascal au départ. Mais j'aurais pu changer. Je sais changer. Mais par contre, moi, je me retrouve pleinement dans les valeurs d'LGM. C'est clair, quoi. C'est clair. C'est ça. Et justement, pour préciser, c'est que ça peut être fou, mais je l'ai dit plein de fois, c'est que moi, j'ai créé cette entreprise pour voir des personnes s'épanouir. Et non pas pour gagner de l'argent. Contrairement à beaucoup de chefs d'entreprise qui créent des business en disant voilà, j'ai des clients, je fais tant de marge. Moi, c'est pas ça l'idée. Moi, l'idée, c'est que je suis compétent dans un domaine, c'est l'immobilier, je le sais. Il faut quand même savoir où est-ce qu'on est bon. Okay. Bien sûr. Je veux créer une entreprise. Je pense, du coup, que je peux faire des vases communicants là-dedans. Mais moi, là où je m'éclate le plus, c'est de voir des personnes arriver là, dans mon bureau,
Et surtout avoir eu des craintes avant, avoir eu des problèmes, avoir eu des doutes, et arriver avec le sourire et me dire, tu vois Nicolas, j'ai pas lâché, là je suis content, là j'avance. Tiens, la dernière fois je sais plus qui c'était, qui me dit, tu vois, là on part 2 jours à Disneyland avec les enfants, etc. Il me dit merci. Je dis, mais moi j'ai rien fait. Moi je t'ai juste ouvert les portes de l'entreprise, donné quelques conseils, mais c'est grâce à toi, à ce que tu as mis en application, etc. Remercie-toi même d'abord, et puis profite avec tes enfants, bien sûr. Et là, je suis le plus heureux, en fait, de voir des personnes comme ça. Tu vois, c'est là où je me dis, tu as gagné quelque chose. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Et puis en plus, c'est complètement la réalité, ce qu'on vit au quotidien. Mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, et de plus en plus depuis la crise sanitaire, les personnes qui sont uniquement axées sur le besoin et si leur pourquoi, j'irai plus loin, et uniquement financier, ça ne peut pas durer sur du long terme. Non. Parce qu'en fait, chaque matin, pour avoir la banane, surtout dans notre activité, parce qu'autant on peut bien gagner sa vie et s'éclater, autant ça peut être difficile. On le vit, ça fait l'ascenseur émotionnel. Ça, j'ai une formation que là-dessus. Et la gestion des émotions, c'est quelque chose de tellement important dans notre métier que je crois qu'aujourd'hui, être uniquement axé sur le côté financier, ça ne peut pas durer. Il faut vraiment autre chose. Il faut donner du sens. Les gens sont vraiment en quête de sens. Et ce sens, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie, quoi. C'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est autre chose, c'est pas uniquement. Par contre, ça veut dire, des fois je les bouscule quand même en coaching, mais j'aime bien ça, mais c'est normal. On est obligé. Oui, parce que tu vois, c'est toujours qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je mets pour l'avoir. Tu vois, c'est toujours la balance. Souvent, je leur dis, en plus, moi je suis du Sud, donc je fais pas mal de gestes, mais c'est ok, tu veux ça, ok, on y va. Après, il n'y a pas de jugement. Tu peux vouloir faire 50 000, 100 000, 200, 300. Moi, chacun fait un objectif qui lui convient. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Par contre, ok, tu veux faire 200, ok. Par contre, qu'est-ce que tu es prête à faire ? Ah non, ça non, oh là là, ça va. Ok, et ça ? Non, peut-être pas. Et à un moment donné, tu peux pas, tu vois. Donc, il faut les bousculer un petit peu de temps en temps. Toujours avec bienveillance, puis elles le savent de toute façon. Mais il y a 2 sujets magnifiques là. C'est justement être aligné entre l'objectif qu'on a et les actions. Exactement. Et ça, il y en a peu qui en parlent. C'est de dire, ouais, tu veux aller à 200, mais est-ce que tu es prêt à te mettre dans cette situation, dans cette implication, dans cette stratégie, etc., dans cette délégation aussi ? Parce qu'à un moment donné, quand on arrive à des chiffres élevés, il faut déléguer certaines parties, comme exemple les réseaux sociaux ou autres, où il faut les développer, il faut faire son personal branding d'une manière vraiment... Plus pro, quoi, que ça soit pas du bidouillage. Plus feutré, organisé, etc. Tu n'es pas bon là-dedans, tu n'as pas envie de perdre du temps, tu délègues. Donc ça, c'est super intéressant. Et l'autre côté que j'aime bien que tu viennes dire, parce que ça me fait penser à la réunion je fais des réunions, mais tous les lundis, je fais un live, tu sais, sur le groupe fermé de l'entreprise. Je me suis dit hier qui est excellent d'ailleurs. Ah, merci. Mais celui d'hier, il était plus virulent. Et moi, j'ai bien aimé. Et c'est marrant, parce que c'est fait exprès. Parce qu'à un moment donné, on peut être mielleux. Alors, je ne suis pas trop mielleux en général, mais on peut être très linéaire, très zen. Moi, j'explique beaucoup de choses. J'essaye en fait de leur faire gagner du temps par rapport à moi des erreurs que j'ai fait sur le terrain. Mais à un moment donné, et là, ça fait 2 fois court sur coup, et hier, j'étais un peu plus virulent dans mon discours, mais c'est parce que je veux que ça rentre absolument. Et moi, je le sais pertinemment qu'il y a eu des déclics dans ma vie où il a fallu qu'on me secoue, ou qu'on me dise, réveille-toi un peu, parce que ouais, t'es rêveur, ouais, t'es ambitieux, mais t'as mis ça en place, allez, c'est 20% de ce que tu dois réellement faire. Donc maintenant, tu vas vraiment te mettre sur le terrain, en action, tu vas avancer, etc. Et moi, ce sont des choses j'ai pas besoin normalement qu'on me tienne la main, mais j'ai besoin des fois qu'on me mette sur le fait accompli, et le fait d'avoir un discours différent, une approche, un ton plus sérieux, plus dynamique, moi, ça m'a aidé. Et donc, oui, parce que ça permet de faire des déclics, parce que c'est toujours beaucoup plus facile. Moi, je le dis, je ne suis pas meilleure que vous, je ne suis pas au-dessus, on est au même niveau. Parce que c'est vachement plus facile de dire à quelqu'un, attends, ok, tu es extérieur, tu n'es pas concerné par sa vie, par ce qu'il impacte, etc. Et de dire, ok, tu vas arriver là, et c'est pas du jugement, mais en fait, moi, je suis très chiffre. Les tableaux de bord, les objectifs, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu aurais dû faire, quelle est la différence,
qu'est-ce que tu peux améliorer, etc. Hein, tous les tableaux de bord, moi j'en ai fait. Enfin, c'était mon cœur de métier au départ aussi, hein, dans la gestion. Donc et puis c'est une telle logique que pour moi, je ne peux pas fonctionner comme ça, un tableau Excel ou autre. Donc en fait, on analyse tout simplement les chiffres, hein, donc c'est factuel. Hein, c'est OK, tu as fait 40 visites, tu as eu combien d'offres d'achat? 2. Peut-être un problème là, il va falloir peut-être revoir. Mais c'est pas, c'est piqué quelquefois où ça fait mal, mais c'est pour leur bien. Et des fois, il m'est même arrivé de dire peut-être qu'il faut arrêter, parce que quelquefois, on peut avoir un pourquoi qui a évolué et qui n'est plus en accord avec ce que demande notre activité aujourd'hui. Tu vois, les efforts, les concessions que demande, parce qu'à un moment donné, si on veut faire tant. Encore une fois, il faut mettre ça. Est-ce que tu peux le mettre? Souvent, quand on fait les définitions d'objectifs, en fait, j'ai le SMART ou SMARTF, en fait, je l'ai mis pendant un moment. Et là, j'ai une autre approche, en fait, sur les objectifs. C'est l'objectif sur, je ne sais pas si tu connais la méthode CLEAR, CLEAR, en fait, qui prend la méthode WOOP aussi. Je suis très méthode. Hein, et en fait, c'est une méthode qui implique de définir ton objectif. Mais une fois que tu l'as défini, de valider qu'il est bien cohérent avec ton marché, ta concurrence, ce que tu as fait l'an dernier, et puis envisager les potentiels obstacles que tu vas rencontrer pour t'y préparer, ou les contourner, ou savoir comment tu vas les affronter, mais déjà anticiper les obstacles, parce que si tu définis un objectif que tu vas à la fleur au bout du fusil, mais que tu ne sais pas que tu vas rencontrer les obstacles, peut-être qu'au premier, tu vas t'effondrer. Alors que si tu l'as anticipé, si tu as dit « Ah oui, je sais, d'accord », et si tu sais comment tu vas faire quand tu le rencontres, tu es vachement plus armé. Donc, tu vois, c'est vraiment cette approche-là. Et puis, de dire, peut-être que, je l'ai dit la semaine dernière, hein, j'ai un programme sur 4 mois, il y a une personne, j'ai dit, peut-être que tu n'es plus aligné, réfléchi. Peut-être que ce que tu voulais il y a quelques mois, quelques années, c'est plus en accord avec toi. L'objectif, c'est pas de faire bosser, de faire investir et de perdre la santé, des fois, pour quelqu'un, de dire, vas-y, si tu sens, parce qu'avec un petit peu en tâche de l'âge, hein, comme je le dis souvent, hein, si tu sens que la personne, elle n'est plus en accord avec ce qu'il y a. Pour moi, ça rend service. Après, elle fait ce qu'elle veut. Ils font ce qu'ils veulent, bien entendu. Hein. Mais, et c'est plus facile de le dire à quelqu'un quand on a des tableaux, quand on a des chiffres, quand on discute, quand on commence à voir quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. Parce que c'est différent, hein, les besoins et les envies. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Là où je suis bénévole, des fois, on se prend un petit peu la tête parce que le coach, c'est pas un psy. Hein. Donc, on n'est pas... Il y a les nuances quand même à ne pas franchir. Il faut être très vigilant parce qu'il y en a qui se prennent... qui pensent que... Et ça peut être très dangereux. Donc, je ne suis pas psy, hein, loin de là. Mais par contre, on sent quand même, hein, il y a des propos, il y a des paroles. Quand on questionne, on voit selon les réponses si la personne, elle a toujours envie, tu vois. Si tu lui donnes des trucs à faire, mais qu'il n'y a pas d'engagement, on ne peut pas faire... Comme tu disais tout à l'heure, hein, si, c'est pas... il faut responsabiliser les gens. Et c'est à eux à se responsable. On est chacun responsable. Moi, je suis responsable, tu es responsable, les gens sont responsables. Donc c'est... Et donc aujourd'hui, tu fais de la formation, donc du coaching et de l'accompagnement, comme je l'ai entendu là, sur des périodes même assez longues. J'ai un programme sur 4 mois, oui. Sinon, après, c'est la journée ou... Alors justement, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as? Tu as des thématiques précises? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, le programme, sur 4 mois, en fait, il y a 10 thèmes. Alors, en fait, moi, j'ai pris le parti pris de faire chaque thème avec une partie atelier, où c'est moi, avec des PowerPoint, avec des... Enfin, moi, j'ai un TDAH, hein, donc je suis vite tout parti à droite et à gauche. Ouais. Et je le soigne, hein. Je le travaille. Donc, j'ai vite le cerveau qui part à droite et à gauche. Donc, je dois me concentrer et me centrer avec les PowerPoint. Donc, j'ai mes PowerPoint et et donc, pendant 2 heures, 3 heures, je leur donne des infos sur un sujet. Ouais. Je ne leur donne pas une méthode miracle. Hein. Je leur donne toutes les informations qui, à mon sens, j'ai appris et qui peuvent les interpeller. Parce que ce qui interpellera une personne n'interpellera pas une autre. Et chacune prend, je leur dis, prend pas tout, prend ce qui lui correspond. Ouais. Donc ça, c'est la partie théorique. Donc là, on a la prospection plaisir. Parce que pareil, moi, je ne crois pas à une prospection. C'est comme ça. Fait que, non, c'est pas mal ton j'ai terme. Recensé... La prospection plaisir, ouais. C'est génial. J'ai recensé 42 manières de générer des leads. Parce qu'en fait, ce sont des générateurs de leads. Hein, ouais, on est d'accord. Ouais. Et j'ai recensé 42 manières, il y en a certainement beaucoup plus. Et je leur partage toutes ces manières. Et chacune, je leur demande d'en choisir 3 ou 4 à tester.
et à mettre en place. Ouais. Donc en fait, la première, il y a la prospection plaisir, il y a se connaître, hein, parce que c'est pareil, hein, si on ne se connaît pas, la première thème, c'est ça, c'est vous. Quoi. C'est vous connaître. Donc, on parle des valeurs, on parle des talents, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent leurs talents aussi. On parle des objectifs, on parle de son pourquoi, de la vision, bien entendu. On revient sur les ratios, de ce qu'elles ont fait, les ratios, combien de contacts, combien de mandats, tout le truc là. Enfin voilà, il y a tout un tas de ce chapitre sur elles. Il y a la prospection, il y a la gestion des acquéreurs, hein, le côté chasseur et mouche, bien pertinent. Hein. Pas perdre du temps, s'il y avait la gestion du temps, hein, mais pas perdre du temps à partir en visite comme ça, là, sans avoir fait de découverte, c'est ballot. Quoi. Il y a la gestion. C'est ballot, oui. C'est un peu dommage quand on court après le temps. Et donc, ou pas faire comme moi hier j'ai fait, hein, parce que moi hier je suis partie, j'ai oublié les clés. Hein. Je fais 2 heures de voiture, j'ai oublié les clés. Donc, ça m'est jamais arrivé en 26 ans. Et là, hier, voilà. je me suis excusée platement. Mais bon, oui. Donc, voilà, il y a la gestion du temps, il y a la différenciation. Donc là aussi, c'est un module très complet où en fait, on part d'elles, leurs talents, leurs besoins, la méthode de l'océan rouge, tu sais. L'océan rouge, en fait, où il y a tous les poissons dans l'océan rouge et eux, où ils sont pour se différencier. Donc, on étudie leur concurrence sur leur secteur, on étudie le marché aussi, et on essaie de trouver des niches ou des positionnements différenciants de la concurrence. Donc, on a ça. Donc, en fait, si tu veux, sur les items, je fais une partie atelier avec des PowerPoint, je leur amène des informations, tout un tas d'infos, où chacune prend ce qu'elle a à apprendre. Et après, on a la partie coaching collectif, où chacune, on débriefe sur le cas de chacune par rapport à l'atelier qu'on a vu et essayer de leur mettre donc chacune par rapport à ces items. Le dernier, c'est le plan d'action où on revient en fait sur tous les trucs pour tout ce qu'on a vu sur la communication influente, etc. Et on revient là-dessus pour avoir un vrai plan d'action à mettre en place où elles le sachent par rapport à leurs objectifs, quelles actions, etc. Donc voilà, la deuxième partie de coaching collectif est très intéressante parce qu'on revient individuellement sur chaque personne et par rapport à ce qui a été dit. Et en fait, on fait travailler ce que j'aime beaucoup, l'intelligence collective. Donc, et là, c'est pareil, moi, je suis au même niveau qu'elle. Hein. L'objectif, c'est que chacune fasse part de sa situation dans la thématique qu'on vient de voir la semaine précédente et qu'on essaie à toutes de pouvoir... C'est un peu comme un mastermind, hein, le principe du mastermind, hein, pour essayer, en fait, de trouver quelle est la solution optimale qu'elle peut mettre en place par rapport à cette thématique. Et ce que j'adore, c'est parce que j'ai quand même, dans les programmes, je prends pas tout le monde, ça fait prétentieux, ça l'est pas du tout. Hein. C'est plus que je veux des personnes dans le respect et la bienveillance. Je veux que les personnes puissent parler sans être jugé, sans être critiqué, qui n'est pas de moi je suis meilleur que toi, et ça joue parfaitement le jeu. Il y en a une, elle est partie, mais sinon ça joue parfaitement le jeu, j'en suis ravie. Et chacune peut s'exprimer, et chacune s'entraide, comment je trouve ça. Et on a un groupe WhatsApp en fait, où chacune aussi met ses petites... Là, je leur ai mis un challenge de poster en fait quelque chose avec leur visage, parce que se montrer, tu vois, l'exposition. Et ô combien je le comprends, parce que moi, m'exposer, pour moi, c'était... Mais il y a quelques années, tu m'aurais dit, tu mets ta tête ou une vidéo sur Facebook, ça aurait été pour moi pas possible, quoi. Hein. Donc, et là, je leur ai dit, allez, un petit challenge chacune, et vous faites une vidéo, vous montrez votre... Et j'ai eu des personnes d'LGM que j'ai eu dans ce programme que j'ai fait déjà l'an dernier. Ben, les nénettes, elles passaient à l'action, quoi. Parce qu'elles sont dans une atmosphère bienveillante. Chacune s'entraîne. Allez, tu as fait... Ouais, ok, elle l'a fait quand même. Hein. Oui, je vais le faire. Et je trouve ça super. Tout le monde se tire vers le haut. C'est bien ça. Parce qu'il n'y a pas de jugement, tu vois, il n'y a pas de critique, il y a pas de... Tout le monde est contente de ce que l'autre vit, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas... Peut-être parce que moi, je ne l'ai pas, quoi, je ne l'insuffle pas, mais... c'est ça, voilà. Toi, tu es le métronome. Donc, vu qu'au milieu, tu t'as donné en fait les valeurs et la ligne directrice, c'est parce qu'elles sont alignées avec tout ça qu'elles te suivent et qu'elles sont contentes de faire participer et puis... cette fameuse zone de confort, d'en sortir. Et oui, bien sûr. Mais parce qu'elles savent que c'est dans un but qui est sain. Parce que souvent, on dit sors de ta zone de confort, etc. Et des fois de manière indélicate ou justement un peu trop avec des personnes autour d'une table ou dans des formations et qui sont toutes différentes et où on a des niveaux, des personnalités qui sont trop éloignées, et t'oses pas. Non, et puis ça peut être dangereux, ça peut blesser quand même aussi. Hein. Il faut rester effectivement quand même dans la bienveillance et puis la sortie de la zone de confort. Puis tu vois, j'hésite pas à leur parler un peu de moi aussi, de leur dire ce que j'ai osé faire et d'où je suis partie.
t'es pas gagné, hein. T'es pas gagné, hein. Les personnes qui me connaissent très bien le savent, hein. Donc c'est et bon, je ne dis pas que je suis un exemple, loin de là, hein, mais ça, je pense que mon objectif, il est vraiment d'inspirer et de dire si à aujourd'hui, je ne dirais pas à mon âge, je ne dis pas mon âge, mais j'ai réussi à avoir une activité qui me passionne, transmettre ce que j'aime, continuer à apprendre parce que j'ai besoin de ça, quoi, hein, ça m'intéresse. Partager avec des personnes et être entourée de personnes avec qui je m'éclate, ben, bingo, quoi. Si j'ai réussi, vous pouvez le faire, quoi. Mais step by step. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais mis son visage, même un tout petit, dans un post Facebook, d'un coup de faire une vidéo. Donc, c'est ça, étape par étape. Ouais, parce que sinon, ça fait peur. Il y a un gars qui s'appelle Guillaume Dulude, qui est un docteur en psychologie, que j'adore. C'est un Canadien. Et je fais une formation aussi avec Martin Latulippe, qui est un Canadien aussi, l'Académie Zéro Limite. Tu vois, tout ça, en fait, toutes ces formations-là, qu'est-ce que ça te sort de... Ça te sort de ta zone de confort et qu'est-ce que ça apprend, quoi, quand on est... Enfin, moi, ça m'a... Au Franck, Nicolas aussi, hein, je crois que toi aussi, tu aimes bien. Moi, j'ai fait, ouais, bien sûr. Il est exceptionnel. Ouais. Et Martin Latulippe, c'est un Canadien aussi, j'aime beaucoup ça. Moi, ça, quand tu vois, quand on est dans des moments où on doute, où on est fatigué, où on se dit, bon, allez, ça c'est un peu costaud là ce que je veux faire. Moi, j'aime bien me lancer des challenges. Et puis après, je me dis, quand même, c'est... Et puis, tu écoutes une vidéo, c'est bon, quoi, t'es parti. Et là, les filles, c'est pareil, quoi, c'est de leur dire, tout est possible, quoi. Et puis, n'ayons pas peur de regarder. Les femmes, c'est aussi plus, je trouve, un peu plus important que les hommes, la peur du regard des autres, de la critique, la peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être rejeté. Et c'est pour ça que moi, cette sensibilité féminine me touche, parce que je suis une femme, hein, et parce que j'ai vécu ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Les hommes ont beaucoup plus de recul et sont moins atteints justement par le jugement d'une tierce personne. Ils font fi. Les hommes sont, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sensibles, hein, mais effectivement... Plus je m'en foutiste sur ce thème-là. C'est bon, c'est pas grave. Alors que chez une femme, et je dis même chez nous, hein, parce que beaucoup moins maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé, hein, mais moi, ça me déstabilisait. Je ne perdais pas une journée. J'ai eu des femmes en coaching, en formation, qui perdaient par rapport à un nom ou par rapport à une remarque, qui pouvaient perdre un mois, qui était complètement déstabilisé. Complètement déstabilisé. Bon, après, il y a des fois d'autres paramètres, hein, mais c'est... les femmes sont quand même plus sensibles. Ouais, je vois, tout à fait. Super. Écoute, tu nous as donné déjà beaucoup de contenu. Je te remercie, Fabienne. Beaucoup de contenu aussi, de qualité, hein, avec plein d'aspects où je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont pu s'inspirer et ou même demander à rejoindre ton groupe. Ça te fera encore plus de personnes. Est-ce que pour le mot de la fin, tu pourrais donner... un conseil général à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont dans l'immobilier par rapport au marché actuel. Qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme conseil à privilégier pour passer l'année 2024 de la meilleure des façons? Moi, déjà, je leur dirais de faire un constat sur un bilan, sur ce qu'elles ont fait, elles ou ils, ont fait jusqu'à présent. Quels sont leurs chiffres, quels sont leurs constats, quels sont les chiffres d'affaires qu'elles ont ou qu'ils ont réalisés et où ils veulent aller. Et après, rester eux. Chercher leur propre manière, ne vraiment pas faire du copier-coller. Il n'y a pas une méthode, il y a la leur, en fait, et trouver par rapport aux différents axes, aux différents maillons de notre activité, comment ils ou elles peuvent trouver des solutions qui soient vraiment en accord avec eux pour pouvoir les mettre en place et tester. Et puis ça marche, c'est super. Ça marche pas, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Et puis régulièrement analyser leurs objectifs et leur chiffre d'affaires réalisé et pas s'apercevoir au bout de 3 mois qu'on est passé à côté du trimestre. C'est un peu ballot. Mais régulièrement, moi je le fais toutes les semaines, hein. C'est naturel et c'est très simple et très rapide. En fait, avoir un tableau de bord en se disant combien j'ai prévu de rentrer de mandat, combien j'ai prévu de faire des visites, où j'en suis. Ok, c'est bon, je suis dans mes chiffres, c'est bon, je continue. Mais se détacher de l'objectif, en fait, parce que sinon on se met trop de pression. On a comme Picsou, tu sais, les dollars dans les yeux. Mais au lieu de ça, se dire si je suis mon plan d'action, j'arriverai. Donc, lâchons avec ça. Et par contre, contrôlons chaque semaine. Moi, je le fais, c'est mon vendredi après-midi. En fait, je contrôle qu'est-ce que j'ai fait, que je n'ai pas fait. Et si je vois que je suis un petit peu en retard, j'attends pas 3 mois pour m'y mettre, quoi.
mais chaque fin de semaine. Et puis moi, le marché est en train de on ne peut pas dire qu'on est dans l'euphorie, mais j'ai l'impression, par rapport à tous les clignotants que je peux avoir, les échanges, qu'on est dans un marché qui est en train de retrouver un second souffle et que c'est eux qui... Je pense que bien souvent, en fait, on se trouve des excuses en disant c'est la crise, c'est machin, c'est le concurrent, c'est le marché, c'est le secteur. Non, c'est vous. Et que vous êtes toutes et tous responsables de vos résultats. Alors, ça ne veut pas dire que... il y a des choses qu'on ne peut pas... Des fois, je dis, la maladie, tout ça, mais on est chacun responsable de nos réussites et nos échecs. La crise, pourquoi il y en a qui font beaucoup de chiffre d'affaires encore? Pourquoi il y en a qui n'en font pas? Posons-nous la question et allons leur demander. Il y a une coach que j'admire, je me disais, oh là, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je l'ai appelée. J'ai passé 20 minutes, elle a bien voulu me recevoir gentiment au téléphone et j'ai échangé avec elle pendant 20 minutes. Donc, demandez à ceux qui réussissent. En plus, les gens aiment bien échanger. Donc, mais croyez en vous surtout, croyez en vous. Et si vous voulez quelque chose, toujours pareil, la balance. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prête à mettre? Superbe. Voilà. Je suis à 100% aligné et d'accord avec ce que tu viens de dire sur le mot de la fin. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps, d'être venu ici et de nous avoir transmis tout ça. Merci Fabienne et pour tout ce que tu fais aujourd'hui, bien évidemment. Merci. À bientôt. À très bientôt.